Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Jonathan Ergotte. Jonathan est apprenti cascadeur, il a 25 ans, il est issu d'une licence STAPS et a eu un parcours sportif jusqu'ici assez impressionnant avec de nombreux sports, le foot, le badminton, beaucoup de sports collectifs en club. Aujourd'hui, il vit à Paris pour se former à la cascade et c'est de ça qu'il va nous parler aujourd'hui. Salut Jonathan. Salut Alex, comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien. Est-ce que la présentation que j'ai faite de toi te convient? Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? C'est un bon résumé pour l'instant. Ça va s'étoffer, je pense, au cours de l'interview dans tous les cas. Ça marche. Alors, si tu étais un livre, Jonathan? Alors, si j'étais un livre, ce serait Eragon. Je sais pas si tu connais. Non, mais tu vas Non. m'en parler. Donc, c'est un livre fantastique, donc en 4 tomes, qui va retracer un peu l'histoire d'un personnage qui avait une vie, on va dire, à peu près normale, en ferme. Donc, c'est un livre fantastique. Qui se passe dans un monde à part, voilà, donc avec plusieurs types de personnes, des humains, des elfes, etc. Et du coup, on va suivre ce personnage qui a une apparence, on va dire, banale. Et il va lui arriver qu'il découvre un œuf de dragon, et donc il va devenir ce qu'on appelle un dragonnier. Et à partir de là, en fait, il y a toute une histoire sur son évolution, etc. Et pour arriver au but final, qui est, on va dire, de renverser le gouvernement en place, qui est actuellement une tyrannie. Et du coup, pendant 4 tomes, on va suivre son évolution, les personnages qu'il rencontre, etc. Et donc, c'est un livre assez fort, on va dire, avec des personnages bien développés, qui évoluent un peu, ben, justement comme le personnage principal, où il sait d'emblée que qu'il n'a pas les compétences pour arriver, on va dire, à renverser le pouvoir, qui est quelqu'un qui a, on va dire, allez, on va dire 300 ans. Donc, il a eu le temps de se faire de l'expérience et de connaître beaucoup de choses. Et lui, il vient, on va dire, il a 16 ans quand il découvre l'œuf. Donc, il a vraiment un gros écart, qui sait pertinemment qu'il n'a pas les compétences pour aboutir à la tâche qu'on lui a confiée. Et on va voir justement ce cheminement qu'il va faire pour, au final, arriver quand même, on va dire, à son objectif, sans passer par une voie qu'on pense tous classique, normale, etc. Mais en fait, je connais, mais c'est un livre assez ancien. Je t'ai dit non, mais parce que moi, dans ma tête, je voyais, tu sais, Eragon avec un H, tu sais, je voyais le truc Ah genre oui, Antigone. Non, mais non oui, pas du tout. c'est très ancien. Le premier tome est sorti il y a longtemps et là enfin, il a continué les 4 tomes. Je crois que le dernier des quatre, il était sorti il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est quand même, Ouais. il a pris du temps pour écrire tout ça. Mais effectivement, c'est assez ancien. Il y a eu un film dessus qui, bon, avec des avis un peu partagés dessus. Moi non plus, je suis pas un grand fan du film, mais bon. Si t'étais un film, justement. S'il était un film, alors. Moi, de ce que j'ai vu, on va dire, je vais plutôt m'inspirer de ce que j'ai déjà vu. Ce serait American Underdog. Je sais pas si tu connais. Non. Donc, c'est un film biographique sur un quarterback professionnel de la NFL, Kurt Warner. Et en gros, ça va retracer un peu son histoire, comment il est passé d'un joueur qui est pas sélectionné en draft, donc qu'on va penser un peu comme moyen, pas un joueur bien vu, et jusqu'à son stade où il remporte le Super Bowl, la plus haute distinction du coup dans ce sport. Ok, ok, énorme. Et donc, tu suis quoi? Tu suis sa préparation physique, sa C'est ça. transformation? Ouais. Ouais, c'est ça. On va voir que, bah, en gros, je vais pas non plus spoiler le film pour ceux qui auront envie d'aller le voir, mais on va voir un peu du coup sa préparation, le travail nécessaire pour arriver à ses objectifs, et que ben on va dire qu'on peut accomplir un peu ses rêves et ses objectifs en donnant les moyens, en travaillant, en s'entraînant, etc. Donc voilà un peu le pitch. Si t'étais une époque? Alors si j'étais une époque, l'époque que j'adore, c'est on va dire le Moyen Âge japonais.
Il se situe entre 14e et 18e siècle parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Le code d'honneur des samouraïs aussi, c'était quelque chose que j'ai pas mal aimé. On va dire donc le code, donc les valeurs morales aux samouraïs, les armes qu'ils utilisaient, la façon dont ils vivaient, etc. Donc on va dire ces notions-là, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup, qui me représente. Si tu étais une devise, Alors, si j'étais une devise, j'ai entendu un jour dire que la plupart des gens meurent à 25 ans, mais on les enterre seulement à 75 ans. C'est Mark Twain qui avait dit ça. Et en gros, c'est pour dire, pour représenter un peu le fait qu'on ne meurt pas quand le cœur ou le corps il cesse de battre ou arrêter de vivre. On va mourir au jour où on arrête de rêver, de se positionner sur quelque chose d'intéressant, en fait, de vouloir juste vivre en me disant, ah, bah, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de faire ci, etc. Mais qu'est-ce que tu aimes faire, en fait? Comment tu arrives en fait, à combler, à mixer, j'ai envie de dire, les objectifs et la passion et ce qu'on a envie de faire, en fait, à partir de 25 ans ou autre, on voit beaucoup qui arrêtent pas de rêver, mais d'avoir un, ouais, si, on va dire de rêver, de laisser la part d'enfant qui est en lui partir. Voilà, donc ça c'est un truc que moi je trouve un peu dommage, donc j'aime bien. C'est aussi pour ça que j'ai fait cascadeur, ça me permet de continuer à rêver, de vivre des personnages, de rentrer dans des époques, etc. Donc c'est quand même un truc qui m'intéresse beaucoup. Et cette phrase-là, on va dire, ça se rapproche beaucoup d'une devise, de c'est Périclès qui avait celle-là, je l'avais aussi trouvée quasiment en même temps. Il disait que si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, bah, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Et donc voilà, continuer à rêver, à trouver des choses à faire et à toujours progresser. si tu étais une créature légendaire, Une créature légendaire, alors bah, du coup, pour rester un peu dans le Moyen Âge, etc., on va dire un dragon, qui est quand même une créature voilà, un peu qui reste dans ce que je fais. Donc pour moi, bah, on le voit dans plusieurs cultures, ça a toujours été quelque chose d'assez grand, majestueux, assez sage en général aussi, avec des compétences qui changent en général, que ce soit un serpent qui nage, ouais, un dragon en forme de serpent, un dragon avec des ailes, un qui nage, un qui crache du feu, etc. Donc quelque chose d'assez toujours fascinant et avec toujours des surprises. On ne sait jamais ce qu'on trouve dedans. top. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il existe un milieu de la cascade, comme il existe un milieu du théâtre, un milieu du doublage? Est-ce que c'est des univers qui sont très fermés? Est-ce qu'au contraire, c'est facile de rentrer? C'est quoi, quand on parle de cascade, à quoi on fait référence? Est-ce que est-ce que c'est un monde à part? Alors, pour ce que j'ai pu en côtoyer, c'est vraiment un univers à part. Parce qu'on on le voit aussi en discutant après avec des personnes qui ne sont pas dans les milieux justement artistiques. Alors, c'est un milieu à part, mais ça reste dans l'univers justement artistique. Donc, entre le théâtre, etc., c'est toujours quelque chose. On va dire, on se comprend plus, on arrive plus facilement à discuter de ce qu'on fait, des choses qu'on voit, etc. Et effectivement, mais ça reste quand même un monde à part parce que pour y accéder, déjà, bah, comme dit, il faut énormément de travail, il faut passer par beaucoup d'étapes, rencontrer du monde. On peut pas, on va dire, sortir avec un diplôme et dire, ah, bah, ça y est, j'ai un diplôme de cascadeur, je peux travailler et puis on peut aller bosser n'importe où. Alors qu'un diplôme, par exemple, d'ingénieur, en général, un ingénieur, il est recherché, il a déjà des contacts aussi derrière, ou on va dire les écoles les mettent en relation avec les bonnes personnes. Nous, on aura beau être en relation haute, si on ne correspond pas physiquement ou en compétence avec la demande, en vrai, ben, on restera toujours limité. Donc, c'est vraiment une question de travail et de rencontre. En fait, c'est très sociable. C'est un milieu très sociable. Et du coup, ça fonctionne comment concrètement? Il y a des écoles? Tu fais une école, tu suis une formation pour apprendre la cascade? Comment ça se passe? Alors, il y a des formations qui existent, plusieurs écoles, plusieurs associations, j'ai envie de dire plusieurs organisations, donc des groupes qui vont faire de la cascade. Donc, si je devais en citant de noms, j'en connais donc il y a Campus Univers Cascade qui est une école, Madsten qui est justement qui fait un peu école, association donc avec un groupe de cascade. Après du coup il y a également d'autres façons de travailler parce que du coup les écoles on va dire ou
Les organisations, elles font ça surtout par formation, par session. En général, c'est des sessions de 2 semaines, donc ben, entre ces 2 semaines, ben, il faut travailler personnellement, rencontrer du monde, faire partie justement d'autres associations. Donc il y a des groupes de cascade qui se font après à côté, euh, qui permettent justement de travailler et d'avoir ben, un travail continu justement et un entraînement continu. Et c'est plus ça qui va permettre d'avoir d'y accéder. Bon, on pourra faire autant de formations qu'on veut si à côté on ne travaille pas. Ouais. Tu t'es défini tout à l'heure comme apprenti cascadeur. Pourquoi? Mhm. Parce que du coup, le côté apprenti, c'est parce que tu me disais, oui, on est dans un apprentissage permanent, mais est-ce que c'est aussi parce que du coup, tu es dans cette perspective pour l'instant d'en faire ton métier? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te considères comme apprenti? Bah, un peu les deux, oui. On va dire apprenti parce que j'ai déjà travaillé dans le milieu de la cascade, donc j'ai déjà fait quelques tournages, quelques projets. Euh, c'est au niveau de l'expérience, effectivement, apprenti parce que j'ai pas encore de l'expérience on va dire dans tous les domaines, que ce soit dans les tournages, je suis pas appelé régulièrement, etc. Je suis pas, tant que j'en fais pas mon métier, dans tous les cas, je me considère pas comme cascadeur. Et puis, dans tous les cas, cascadeur, effectivement, c'est toujours un métier en évolution. Hein. On va dire on aura appris autant de techniques parce que du coup, dans la cascade, il y a plusieurs axes. Il va y avoir les chorégraphies de combat, la base, les chutes, que ce soit des chutes de hauteur ou des chutes contre des murs, depuis des structures, etc. Le maniement des armes, armes blanches, armes à feu, les percussions, que ce soit par des voitures, des bus, prendre des murs, etc. Des cascades mécaniques, donc voitures, motos, euh, tout ce qui nécessite un véhicule, la pyrotechnie, les caisses, le sous-marin, etc. Ben, j'en passe. Et en fait, enfin, il y aura toujours moyen d'apprendre et de connaître de nouvelles choses, de participer à des nouveaux projets. Et en fait, à chaque fois, le projet est différent, même si on va dire ça peut être des films dans la même époque, etc. On va toujours faire quelque chose de différent. Et donc, pour moi, on est toujours en train d'apprendre, de découvrir le milieu. Il n'y aura jamais. Ouais, en fait, c'est des cordes que tu rajoutes à ton arc à chaque fois. C'est-à-dire que tu as des compétences et puis, par exemple, tu sais pas faire de pyrotechnie. À un moment, tu vas apprendre, tu vas le rajouter. Et du coup, t'étoffes comme ça ton catalogue de propositions de ce que tu peux faire au fur et à mesure, c'est ça? Exactement. Mm. Ok. Donc, si je résume, rentrer dans le milieu de la cascade, c'est des formations courtes qui vont se passer sur des petites sessions. Et puis derrière, après, c'est du casting, quoi. Ça fonctionne un peu comme l'univers des comédiens où du coup, c'est de la rencontre, du casting, du réseau pour essayer de te faire une place. En gros, c'est ça? Exactement. Ok. Ok, d'accord. Et donc, toi, comment est-ce que tu es rentré là-dedans? Tes premiers contrats, tu les as décrochés comment? Alors c'est que de la connaissance. Moi, la première fois que je suis rentré dedans, c'est parce que j'étais en Alsace et puis j'ai découvert que la cascade, il y a des formations, il y a des écoles, il y a des moyens de pouvoir devenir cascadeur. Donc je me suis dit, ben, en fait, c'était vraiment ça que je voulais faire. J'adore le sport. Comme dit, j'ai fait STAPS, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, j'ai toujours aimé bouger. Je peux pas ne rien faire. Et, euh, et du coup, en découvrant ces formations, je viens sur Paris. En arrivant sur Paris, donc j'ai rencontré des gens, on a fait un groupe, on a commencé à travailler ensemble. Par ce travail-là, chacun avait déjà quelques petites connaissances à droite à gauche, donc on a discuté, on a décidé de faire des petits tournages, on va dire, entre nous pour s'amuser, pour progresser, pour commencer à faire des choses ensemble. Donc on a commencé à créer, et de là, on a rencontré des personnes qui sont venues nous voir, une personne qui était réalisateur et qui nous a dit, donc en plus c'était l'un de mes premiers projets, c'était un des plus gros projets auxquels j'ai pu participer. Et il nous a dit, bah voilà, on va faire un tournage de 10 jours si ça vous intéresse. On va partir. Donc on est parti en Normandie pour faire notre tournage. Donc il nous a contactés, on s'était super bien entendu. Et cette personne-là, on l'a rencontrée justement parce qu'on a fait un projet ensemble. On avait ramené du monde. On a dit, bah, enfin, pour que ce soit, parce que dans le projet, il y avait, enfin, dans un projet, dans un tournage, il y a autant de comédiens que de figurants, que de personnes qui vont être autour pour que ça se passe bien. Donc avec un réalisateur, un mec au son, maquillage, etc. Et en fait, même ces personnes autour connaissent du monde, etc. Et en fait, c'est ce qui a fait qu'on a rencontré cette personne qui nous a proposé ce tournage. Et donc, on est parti 10 jours pour faire notre premier long métrage, qui était un film d'horreur filmé en POV. Donc, avec le casque. Donc, vous avez mis un casque avec une caméra sur la tête du personnage principal. Et puis, du coup, on le suivait un peu façon jeu vidéo, j'ai envie de dire. Donc, il y avait pas mal de références. Et voilà. Donc, c'était notre premier projet.
très sympa. Ouais, est-ce que ça se passe comme on imagine, un peu à l'américaine, tu sais, où le cascadeur prend la place du comédien au moment de réaliser la cascade? Est-ce que tu es sur le tournage du début à la fin? Est-ce que tu as si jamais tu remplaces un comédien, est-ce que tu as des liens avec le comédien? Est-ce que tu dois lui ressembler physiquement? Je te vois sourire, ça se trouve, je te dis des trucs qui sont complètement hors de propos, mais Non, non, justement, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment comme ça qu'on voit un cascadeur à chaque fois qu'on m'a dit, quand j'ai expliqué, ah, je fais cascadeur, on me dit, ah, mais du coup, tu fais des doublures. Alors, doublure, c'est vraiment une toute petite partie de la cascade parce que, bah, effectivement, comme tu as dit, quand on vient et qu'on va dire, dans l'imaginaire, on est en train de tourner, d'un coup, on stoppe, on fait tourner les deux personnages et c'est l'autre qui prend la place comme par ouais. magie et on les switch. Ça, c'est les choses. C'est le. Ouais, c'est vraiment une toute petite partie dans le travail. On a très peu du coup de doublage à cause du fait bah, de la ressemblance physique, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver pour chaque cascadeur un mec qui ressemble et qui est, on va dire, bah, qui tourne justement, qui est comédien. Mais non, ça marche pas totalement comme ça. On va dire, on va dire sur un tournage, la cascade, ça va être une très grande partie. C'est des personnes autour qui vont mettre en avant l'action, le film, ce qui est là, ouais, l'action physique qui va être tournée. Donc, on va avoir beau un cascadeur qui peut faire justement du doublage, mais il va pouvoir aussi également faire une chute dans les escaliers en arrière-plan. Ça peut être un duel entre deux personnes qui se battent au milieu. Ça peut être par exemple une scène de bataille comme dans Le Seigneur des Anneaux ou quelque chose comme ça. Donc, on va avoir plusieurs figurants enfin plusieurs cascadeurs qui vont jouer en arrière-plan. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai dit figurants, parce qu'on va dire c'est des personnes qu'on voit pas. C'est pas l'image, elle vient pas les chercher eux, elle vient vraiment. Ils viennent vraiment compléter la scène pour la rendre vivante. Donc, cascadeur, il aide à, on va dire. Un des termes qu'on utilise, c'est il est au service de l'image. On va laisser le cascadeur va aider au maximum l'action physique. Il va pas être utilisé souvent comme une doublure. C'est très très rare de travailler Et en tant que doublure. quand c'est le comédien, le personnage principal du coup qui doit faire une cascade, comment ça se passe? Est-ce que toi tu peux être casté par exemple pour jouer le personnage principal et auquel cas tu vas prendre ce rôle de comédien? Est-ce que du coup tu te formes aussi en tant que comédien ou est-ce que là on va être sur un système de doublure? Alors, on va y avoir, en vrai, il va y avoir trois systèmes. Il va y avoir du coup le doublure, comme on a déjà vu. On va avoir le fait que le cascadeur va aussi a les compétences d'être comédien, donc à travailler aussi pour ça. Donc, il va pouvoir jouer autant en personnage et ses cascades. Ou alors, on va former le comédien en face. Il va y avoir ce qu'on appelle un régleur cascade, c'est la personne qui va gérer les cascades lors d'un tournage. On va désigner un régleur cascade, par exemple, pour tel film, et c'est lui qui va gérer les cascades pour ce film-là ou pour ces séquences-là. Et donc, lui, il va pouvoir former le comédien à l'action qu'il va devoir faire. En général, quand on forme les comédiens, ça va être surtout sur des chorégraphies de combat, des acrobaties encore, à la rigueur. Mais, ça va pas être les trucs les plus techniques, on va dire, on va pas le mettre en feu. Très peu de chances que, on le mette en feu ou qu'on le fasse percuter par une voiture parce que c'est aussi un risque. C'est aussi un grand risque. Et donc, en fait, on va le former sur ce qui est possible aussi en fonction des compétences qu'il a. On va voir aussi bah, un comédien qui a des compétences physiques va pouvoir avoir par exemple plus de chances pour jouer ses rôles. On va dire comme Tom Cruise, qui est on va dire une grosse référence aussi là-dedans, qui est parti de comédien et qui maintenant a plus de 60 ans et fait quasiment toutes ses cascades lui-même parce qu'il s'est formé et que physiquement il est aussi très compétent. Et ça se passe sur quelle temporalité? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, un tournage, c'est énormément de profils différents qui travaillent ensemble. Et donc, ce qu'on dit très souvent dans le milieu du cinéma, c'est que enfin, le temps, c'est de l'argent. Tout est ultra chronométré. On arrive à une certaine heure, on commence à une certaine heure et on fait un certain nombre de prises parce que voilà, il y a des calendriers à respecter, il y a des agendas très précis, etc. Euh, Quand tu viens, par exemple, faire le régleur cascade sur un tournage, tu le fais quand? Tu le fais pendant la répétition de la scène? Tu le fais en amont du tournage, histoire que le comédien soit prêt le jour J. Comment est-ce que tu viens t'insérer dans ce boulot-là? Alors un régleur cascade, par exemple ben là pour l'exemple, bah, il va être utilisé dès le début du film, dès la création, on va dire, parce que du coup, c'est lui qui va créer les chorégraphies de combat, par exemple, qui va se dire, OK, par exemple, le réalisateur lui dit, j'aimerais que là-dessus, il y a une course-poursuite de voiture. OK, par exemple. Donc, comment on va mettre ça en scène? Donc, lui, il va réfléchir à ce qu'il veut montrer à l'image. À partir de là, donc, il a aidé à la création. Ensuite, il va sélectionner les cascadeurs. Il va former les cascadeurs, on va dire, il va leur présenter ce qu'ils vont devoir faire
quels vont être leurs rôles. Et une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ils vont s'entraîner dessus. Donc, il va y avoir les répétitions. Et après les répétitions, le régleur sera également présent lors du tournage pour s'assurer que tout se passe bien, que tout est respecté, que le, qu'il y ait cet échange. En fait, il va servir d'échange entre le réalisateur, celui qui a le caméraman aussi, celui qui a la caméra, et l'action en elle-même. Donc lui, il va servir d'intermédiaire. Donc lui, il va regarder, il va être au retour caméra. Donc on va voir directement un peu ce que l'image elle va rendre. Et on va lui dire, ah, là, j'aimerais bien que ça se décale par là. Ou ah, là, j'aimerais bien si, oh, ça, c'était pas mal. Est-ce qu'on peut la prendre d'un autre angle, etc. Donc lui, voilà, il va mettre ça en place pour que ce soit faisable et que ça se déroule assez rapidement. Comme tu as dit, il y a des deadlines, il y a beaucoup d'attentes au niveau du temps. Un tournage, c'est très long, surtout pour des longs métrages, pour des gros films, parce qu'il y a, comme dit, il y a le travail de préparation qui est très gros, le travail sur place, donc filmer tout ça, et le travail derrière de montage, donc de mettre tout en scène et de tout assembler, toutes les pièces. Et ça, c'est un travail qui est très long. Et donc, le cascadeur, il est présent la plupart du temps sur la préparation et lors du tournage. Et un peu de temps en temps aussi lors du montage, mais c'est vraiment pas son rôle. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, tu as fait une licence STAPS, comme tu disais tout à l'heure. Tu as parlé au démarrage de tes appétences sportives. Est-ce que tu avais également des appétences artistiques qui viennent depuis plus jeune? Est-ce que tu avais des pratiques artistiques par ailleurs ou est-ce que c'est par le biais du mouvement que tu en es venu à te dire bah, le boulot de cascadeur, ça peut m'intéresser? Alors, pour ma part, j'ai toujours aimé le cinéma, toujours dans la famille, regarder des films, etc. Ça a toujours été une belle partie. Et donc déjà à partir de là, oui, on va dire, j'avais peut-être ce côté artistique. Je m'amusais pas mal à. Enfin, j'avais du coup, en termes d'imagination surtout, ça permettait par exemple, quand on est petit, on va jouer avec le voisin ou autre. Et ben derrière, on va se faire des scénarios, on va s'imaginer dans un monde, etc. Donc ça a toujours été un truc que j'ai beaucoup aimé faire. Donc ouais, là, à partir de là, il y a peut-être déjà le côté artistique. En STAPS aussi, ouais, et, on a fait de la danse, qui est de la danse et de la gym, donc mouvement très artistique aussi. Mon père est prof de PS, donc aussi une très grosse appétence au niveau des sports. Et donc la danse aussi, il fait pas mal. Enfin, il enseigne la danse, le rock, par exemple, à ses élèves. Danse de salon, danse de couple. Et donc, ouais, le milieu artistique, on va dire, c'est déjà un peu ancré depuis toujours chez moi. Donc, ça a permis d'être complété avec le côté sport que j'aime beaucoup. Et tu joues encore un peu aujourd'hui ou pas? Ou c'est quelque chose qui t'intéresse? Jouer, De l'acting? ah, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. J'en fais, ben, dans tous les cas, on est toujours obligé de lier la comédie à l'action, parce que dans tous les cas, on aura beau être bon en cascade, si derrière on correspond, enfin, on ne transmet pas les émotions non plus, il faut quand même qu'on fasse ressentir des choses qui sont compliquées, faire ressentir la douleur, faire ressentir quand même les émotions fortes, comme en général de la colère, énormément de tristesse, de la haine. Voilà, ça peut être des émotions très fortes. Euh, pour réussir à faire ressortir ça, faut dans tous les cas avoir un côté acting. Après, c'est très dur à faire ressortir, mais c'est toujours un plaisir de travailler ça. À quoi ça ressemble l'entraînement d'un cascadeur? L'entraînement d'un cascadeur. Alors, on commence toujours par des échauffements. Dans tous les cas, dans tous les sports, échauffement. Donc, on va avoir un échauffement articulaire parce on va beaucoup utiliser toutes les articulations. Et on va devoir les protéger aussi des chocs, des coups que l'on va prendre. Parce que du coup, on va dire, un cascadeur, il a entraîné à ne pas se faire mal. Euh, mais pour y arriver, dans tous les cas, on va passer par des moments qui vont pas être très agréables aussi. Et donc, faut se préparer physiquement. Donc, les articulations, échauffement musculaire, donc réveil du corps, un peu de cardio aussi. Donc ça, c'est, on va dire, la base de l'échauffement. Et après, un entraînement, ça va dépendre en fait de ce qu'on veut travailler. Comme dit, c'est un univers tellement vaste que on va par exemple pouvoir travailler un jour les acrobaties, un autre jour faire du combat, un jour et le jour d'après faire des chutes, etc. Donc ça va vraiment dépendre. Ça va dépendre aussi des disponibilités de chacun, parce que tout seul, on peut en faire beaucoup, mais forcément, c'est un métier qui se travaille à plusieurs. C'est un métier où même quand on s'est tourné, bah, il y a
un gros travail d'équipe entre les personnes qui doivent se interagir ensemble, on va dire, parce que c'est pas toujours se frapper, hein, ça peut être vraiment juste envoyer quelqu'un, ça peut être comme par exemple on fait du câblage, donc ça veut dire que le mec est attaché avec un harnais et avec une corde, et par là on va par exemple le tirer pour le faire partir en l'air, le faire aller sur un mur, etc. Enfin, on va devoir travailler sur beaucoup de choses, donc ça c'est aussi un travail, donc un gros travail d'équipe. Donc en vrai on peut travailler beaucoup de choses tout seul, et derrière quand on s'entraîne en général à plusieurs, ce qui permet justement de se corriger, de connaître aussi ce que chacun a pu apprendre, parce que ben, peut-être que moi j'ai fait pas mal de judo, et dans certains autres sports de combat, ben, j'avais besoin d'aide, donc besoin de connaissances. Et donc là, j'ai rencontré des personnes enfin, qui permettent justement de ce travail-là sur plusieurs points. Donc après, voilà, l'entraînement d'un cascadeur est totalement différent en fonction des jours, en fonction de qui est disponible, etc. Mais en général, on va essayer de travailler un peu tout. Ok. T'as aussi des entraînements qui visent un peu à te renforcer enfin, à faire du renfort musculaire, quoi, à faire quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la musculation ou pas du tout? Bien sûr, bien sûr. On va voir. Là, j'ai défini le travail, on va dire un entraînement de cascadeur, mais uniquement typé cascade. Mm. Mais à côté, il y a tout le travail musculaire, donc on va dire ben, justement travail pour aller à la salle, euh, pour justement se renforcer, car les muscles, ça va être un peu notre bouclier, on va dire. Expliquer un petit peu le cascadeur quand il se protège, il va se protéger avec les muscles, donc il va mettre les muscles en avant, donc il faut forcément que les muscles soient développés, soient enfin, solides, etc. Donc ça, il y a un gros travail musculaire. Le cardio aussi très important, ben, parce que enchaîner une chorégraphie de combat, on n'a pas l'air, mais de faire semblant de se battre à fond, soit en portant que ce soit en portant une armure ou non, hein, dans tous les cas, une armure, ok, on va avoir 5-10 kilos en plus dessus, bah, faut réussir à être mobile et Ouais, à là, tenir c'est la du lest, chorégraphie. c'est un sacré lest quand même, hein. Et ouais, on rajoute quand même un petit peu de poids de temps en temps en fonction de ce qu'on fait. Et puis, ben, faut la faire une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, etc. Donc, gros Mm. cardio. Donc, ouais, donc, on va dire le travail de la cascade, ça va être autant de la cascade que tout ce qui est préparation physique pour tenir dans la durée et faire ça aussi le plus longtemps possible sans se blesser dans tous les cas. C'est l'objectif. Mm. Justement, sur la durée, ça ressemble à quoi de vieillir en tant que cascadeur? C'est des carrières qui s'arrêtent. Je veux dire, tu peux durer dans le métier? Est-ce que c'est des métiers que tu fais quand tu es plutôt jeune? Comment ça se passe de manière générale et comment toi tu vois les choses? Alors, en général, de ce que j'ai pu observer, on peut durer très longtemps dans la cascade. Des personnes de 40, 50 ans qui font toujours de la cascade et qui sont toujours très performants. Euh, Je pense en faisant très attention aussi à son corps, parce que comme dit, on s'entraîne physiquement, etc., pour se renforcer. Mais d'un autre côté, on n'a pas ce côté non plus tête brûlée qui est un cascadeur, c'est pas un casse-cou qui se dit moi je veux sauter d'un mur, je veux sauter d'un immeuble et il se jette bêtement. Il y a tout un travail, on limite les risques au maximum. Donc on a vraiment cette notion de sécurité qui permet aussi de durer dans le temps. Un mec qui chute, par exemple, dans les escaliers, enfin, j'en connais très peu qui vont faire ces chutes-là sans protection. On est protégé avec des protège-hanches, dorsales, etc. Donc, on a pas mal de protection. On a un bel équipement qui permet justement de pouvoir durer dans le temps. Donc, un cascadeur, en général, peut facilement, encore à 40-50 ans, faire ce genre d'activité si c'est entretenu, si, bah, hygiène aussi. Donc, l'hygiène très important pour durer. Donc ça, on va dire c'est l'entraînement au quotidien, le fait de manger correctement, d'avoir ses heures de sommeil, etc. Donc c'est un travail euh, qui peut durer, qui peut effectivement durer. Et puis une fois que on a fait par exemple la cascade pendant un certain temps, on peut à ce moment-là du coup ben, choisir soit de s'arrêter, soit de transmettre les connaissances, donc devenir on va dire professeur, éducateur là-dedans. Moi, c'est potentiellement un objectif qui m'intéresserait puisque ben, enfin, j'étais en STAPS pour enseigner les sports et j'aime beaucoup transmettre ce que j'apprends. On va dire, c'est quelque chose que j'aime bien. Tout le monde ne peut pas, on va dire, j'ai entendu beaucoup cette phrase de tout le monde ne peut pas devenir professionnel par exemple, dans un sport. Tout le monde, pour l'exemple que j'avais eu, c'est tout le monde ne peut pas devenir footballeur professionnel. C'est quand même un milieu aussi qui est très fermé. Et comme tout le monde ne peut pas devenir coach après. On ne peut pas avoir forcément être très bon dans le sport et en même temps être coach. C'est deux choses totalement différentes, donc c'est deux choses qui se travaillent.
Et donc voilà, donc ça peut être après derrière une possibilité de continuité dans la carrière, après 50 ans, de pouvoir toujours enseigner, de pouvoir toujours apprendre et de continuer à rester dans le milieu. Il y a aussi pas mal de régleurs qui ont déjà pas mal d'années d'expérience et qui derrière se mettent à faire que du réglage, justement des cascades sur les tournages. Donc ils vont être là, on va écouter ce qu'ils vont mettre en place parce que c'est totalement une grosse expérience qu'ils mettent au service de la caméra et de nous, en fait. À chaque fois qu'on fait un tournage, on est autant en train d'apprendre que de travailler. Mm. Ouais. Alors, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, mais un tournage, justement, ça peut être assez intense. Tu dois pouvoir refaire la même cascade plusieurs fois d'affilée, etc. Il y a une notion qui est très importante, notamment en sport, mais pas que, qui est la notion de récupération. Est-ce que du coup, Mhm. tu vas l'intégrer aussi dans ton travail de cascadeur? Est-ce que, en gros, pour le schématiser à fond, est-ce que tu vas en quelque sorte planifier de la même manière qu'on pourrait planifier l'avant et l'après compétition, par exemple en prépa physique? Est-ce que toi, tu vas aussi planifier de te dire, bah voilà, tel jour j'ai un tournage, donc avant, je vais peut-être réduire un petit peu mes entraînements, je vais m'entraîner à fond jusqu'à une semaine avant, puis la dernière semaine, je vais y aller un petit peu mollo, histoire d'être en forme pour le tournage, et puis après, derrière, je vais me prendre 2 semaines de récup. Est-ce que tu as, un agenda comme ça qui se construit aussi, ou en tout cas, en théorie, qui devrait se construire, ou pas du tout, ou ça n'a rien à voir? Si, si, c'est forcément, ouais, comme on a dit, au niveau de l'hygiène de vie, hein, ça fait partie de l'hygiène de vie de respecter et d'écouter son corps. C'est très important. Donc forcément, avant un tournage, alors tu prends l'exemple des tournages, mais ça peut être rien que pour un casting. On sait qu'on a envie d'avoir tel rôle, on sait qu'on a envie de faire partie, je sais pas, d'un parc d'attractions ou autre. On va avoir une date de casting, eh ben, on va se préparer en conséquence pour être en forme pour cette date de casting, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'entraîner comme des malades les 2 semaines avant le casting, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs risques de blessure, forcément. Donc forcément, on va adapter, s'entraîner un peu, travailler différentes choses, planifier ça. Donc comme on avait dit, un jour on va travailler ça, un autre jour ça va être muscu, un jour ça va être repos, etc. Donc on prend le repos en considération. Forcément, après un tournage comme c'est très intense, qu'il y a toujours des chocs, etc., ça peut durer un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis derrière, on sait qu'en fonction de l'intensité qu'on aura mis lors de l'événement, du tournage, du spectacle, du show, on va se reposer en conséquence derrière aussi, c'est évident. Sur le plan administratif, ça ressemble à quoi le métier de cascadeur? Tu as un statut, genre intermittent du spectacle ou pas? Alors, effectivement, la cascade fait partie du milieu artistique, donc le milieu artistique est sous le régime ouais, donc c'est le régime spectacle. Donc il y a le régime général qui est France Travail, que tout le monde connaît normalement. Et puis il y a le régime du coup du spectacle. Et ce régime-là, justement, il fonctionne avec des bases qu'on appelle des cachets. Donc il faut faire un nombre de 43 cachets ou 507 heures dans une année de travail pour pouvoir avoir accès à un statut d'intermittent. Donc, le statut d'intermittent est assez dur à obtenir parce que du coup, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de gens qui veulent en faire leur métier et qu'on voit pas forcément parce que on voit les grands films, on voit par exemple les grands shows, les grands spectacles, etc. Mais on voit pas tout le petit travail qui est fait à côté. On peut être rémunéré aussi bien en faisant une émission télé que pour un film, ça peut être aussi un spectacle, un show. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Mais qui dit plein de possibilités, dit aussi beaucoup de monde pour travailler. Donc, il y a ces 43 cachets, ces 507 heures à faire. Euh, Tout le monde ne peut pas y accéder. Et puis, la plupart du temps, en général, les gens passent aussi. Pour les avoir au début, on va dire, avant de travailler vraiment dans la cascade, on peut passer par, en faisant ses cachets en tant que figurant, en tant que justement, tout ce qui est du milieu artistique qui permet d'offrir un cachet, enfin, d'offrir un grand mot, Mm. de permettre d'obtenir ces heures de travail pour pouvoir accéder au statut d'intermittent. Et le statut d'intermittent permet qu'après, pendant un an, on a notre rémunération fixe pour avoir travaillé pendant un an. Et bien évidemment, c'est déduit, à chaque fois, c'est déduisible. C'est-à-dire que si j'ai une rémunération fixe, mais que je travaille en février, j'ai bossé par exemple 3 jours ou quatre, je ne sais rien, ou même une dizaine, ce sera déduit. Enfin, ils feront la péréquation entre ce qu'on est censé recevoir ou pas. Donc, ça reste quand même assez juste et on ne touche pas non plus des sommes.
Pour les avec personnes que ça intéresse, je vais faire un petit instant promo, mais j'avais fait un podcast il y a quelques mois sur comment devenir intermittent du spectacle. Donc, s'il y en a Mhm. qui écoutent cet épisode et qui ont envie d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne pour retrouver l'épisode. Et du coup, tu as un statut, c'est quoi? C'est artiste? C'est technicien? Tu es considéré comment vis-à-vis justement de ce statut-là? Alors, moi, j'ai pas encore accès à ce statut. C'est Donc, en cours. j'ai pas. Ouais, j'essaye, on va dire. Mais forcément, donc, déjà, pour la première fois, pour avoir le statut, ça peut être comptabilisé, si je dis pas de bêtises, sur 2 ans. Ils le permettent que ce soit comptabilisé sur 2 ans. Et puis, à partir de là, c'est tous les ans, il faut avoir fait, c'est 43 cachets, c'est 507 heures. Et à partir de là, ouais, du coup, on est le statut d'artiste. C'est plus artiste que technicien. Les techniciens, ceux qui vont avoir le statut en cachet, enfin le statut d'intermittent en technicien, en général, ça va être justement tout ce qui est à côté, la lumière, le son, la régie, etc. Même sur des spectacles, ceux qui font du montage, des montages de scène, ils sont payés en tant que technicien du coup à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous partager une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Récemment, en vrai, il m'est arrivé quand même, ça a été une année très sportive, on va dire, très mouvementée. Il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup de retournements de situation, on va dire. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut pas lâcher. Faut pas. Si on a un rêve justement, qui fait partie un peu de la devise que j'avais dit, ou ben voilà, si on a un rêve, un objectif et qu'on veut obtenir quelque chose, ben faut tenter des nouvelles choses, faut créer, faut avoir envie, faut montrer une certaine motivation. Et du coup, ben si on perd cette motivation, si on n'a plus envie d'aller courir, si on n'a plus envie, par exemple là pour moi, dans le terme sportif, si on a plus, on va se dire ah non, c'est quand même dur, il faut faire ci, il faut faire ça, beaucoup de rigueur, on va dire. Si on perd cette rigueur-là, c'est compliqué. Donc en vrai, il faut toujours se donner les moyens pour avancer. Donc il y avait comment il s'appelle? Jérémy Ferrari, un humoriste, peut-être que tu connais Ouais, ouais, ouais. donc lui, il était aussi passé, donc il avait expliqué dans une interview qu'il était passé par une étape compliquée dans sa vie, puis il a dit ce qui t'en sort en fait, c'est de faire toutes ces petites choses au quotidien qui te semblent compliquées ou que tu n'as plus envie de faire, sortir, aller voir des gens, aller courir, etc. Il prend l'exemple d'aller courir, il dit bah, t'as pas envie d'aller courir, bah vas-y, force-toi, va courir, même si c'est 10-20 minutes. Il a dit, je l'ai jamais j'ai jamais vu quelqu'un revenir après être allé courir, qui était plus mal mentalement qu'avant. En fait, ça te donne un bienfait, le fait de faire quelque chose en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal appris, on va dire, cette année-là. Il faut, si on est motivé, qu'on a envie de quelque chose, ben, il faut se donner les moyens, il faut avancer, faut tenter des choses. Au pire, c'est pas grave, hein, on échoue, ben, on aura essayé, parce que dans tous les cas, si on n'essaye pas, en vrai, en soi, pour moi, ça reste un échec. Si on n'essaye pas, ben, forcément, oui, ben, t'as pas réussi. Alors que si tu essayes, OK. Au pire, soit t'échoues, tu auras appris quelque chose, tu auras retenu une leçon, tu auras avancé même dans un domaine, même si c'est des petites avancées, on va dire une avancée, une évolution, elle se fait pas linéaire, c'est pas j'avance, c'est droit, c'est tout va bien, grosse progression, ça peut être j'ai progressé, je redescends, je reprogresse, je descends, je reprogresse. Il faut toujours, voilà, toujours avoir envie en fait de continuer, d'avancer, c'est ce qui permet de réussir après la suite. Moi, c'est mon objectif, c'est pour ça. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Jonathan. C'était très chouette de pouvoir échanger avec toi et d'en découvrir davantage sur ce milieu qu'est la cascade. Bon, merci, c'était vraiment très cool. Ça a fait plaisir de partager ça. Top. Et bah à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.